Salut tout le monde. Tout au long de cette période pré-Coupe du Monde, je suis parti à la rencontre de supporters des équipes participantes afin d'avoir les avis les plus éclairés possibles. De la tactique à l'historique, les sélections sont analysées de la manière les plus exhaustives possible. Vainqueur du dernier Euro, l'Espagne apparaît comme l'un des grands favoris à la victoire finale. Les joueurs de la Roja voudront se rattraper du dernier mondial, où ils étaient sortis dès les huitièmes de finale. Bonne écoute à vous. Bon, salut à toi, merci Voilà. d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je te laisse l'introduire. Oui, hein. Donc moi, c'est la frite catalane. Ceux qui connaissent pas, c'est simple. Vidéo sur le Barça, vidéo sur le Real, mais avec un point de vue catalan. Bon, les Madrilènes qui ont un peu de mal à... qui n'ont pas de second degré, il faut pas qu'ils viennent sur la chaîne, ça sert à rien du tout. Et après, bah, sélection d'Espagne, on va parler surtout de la sélection d'Espagne et de la Belgique également aussi, parce que bah oui, habitant en Belgique, vivant en Belgique depuis très longtemps, bah, ce sera la Belgique et l'Espagne que je vais suivre, mais disons que j'ai une chaîne YouTube, surtout c'est second degré. Analyse second degré, du rire, du plaisir et de la bonne entente. C'est hyper important. Bien sûr, supporter de la Rora, comme je peux le constater. Gros supporter de la Rora. J'ai envie de Un bon commencer cette supporter. interview par un petit point historique de l'Espagne en Coupe du Monde, parce que c'est une nation qui est quand même plus qu'habituée à faire la Coupe du Monde, il y a plus d'une quinzaine. Des participations qui, avant les années 90, étaient entre le premier tour, peut-être on passe le deuxième tour, passé 82, mais le début de l'apogée de l'Espagne, c'est notamment dans les années 2000, avec, il y a la victoire de 2010, mais il y a 2006 où l'Espagne fait partie des favoris mais perd contre la France. Et il y a aussi 2002 encore avant où ils perdent contre la Corée avec un contexte particulier. Le contexte coréen, il était un peu horrible parce que tu aurais dû avoir normalement en quart de finale, parce que l'Italie s'est fait voler par la Corée, ensuite l'Espagne s'est fait voler par la Corée pour que la Corée puisse accéder à cette demi-finale qui perd et qu'ensuite ils perdent contre la Turquie, quoi. 2006, Zidane, il m'avait dégoûté, Zidane. Zidane 50 ans, il pique des sprints du milieu de terrain, il met tout le monde dans le vent, il met son but. Ah, il m'avait dégoûté. Mais après, l'équipe de France là, elle était belle, hein. Ribéry, Zidane, Henry. Enfin, il y avait vraiment une très très belle équipe de France à ce moment-là aussi. Puis 2010, l'apogée. Mm. L'apogée, il gagne Mais l'Euro d'avant, il il y avait gagne aussi l'Euro l'Euro. d'après. C'est pour beaucoup de ma génération, j'approche la trentaine, peut-être une des meilleures équipes qu'ils ont jamais vues, si ce n'est là. 2010-2012, c'était la représentation parfaite de ce que le Barça faisait aussi en club, hein. Tu avais un mélange du Barça et du Real Madrid. Et tu avais vraiment une belle harmonie dans ce groupe-là et quelque chose qui était très, très, très fort. Et je pense que ce football-là, je ne l'ai pas encore revu nulle part. Il y a des copies, t'as City, t'as maintenant le PSG, t'as le Bayern, t'as le Barça qui essaie de retrouver ce truc-là. Mais j'ai jamais revu ça. Et en sélection, c'était exceptionnel parce que tu avais l'impression de ne pas avoir un club de sélection. Mais c'était pas une sélection, c'était plus un club de foot avec des entraînements, des trucs, des automatismes que tu trouves pas. L'élection, ça se prépare toujours 2 semaines avant. Tu as des matchs de temps en temps comme ça ainsi. Tu essaies d'avoir le meilleur groupe le plus équilibré, mais t'as pas ce truc-là. Que ici, avec l'Espagne, tu as du foot de club. Mhm. Malgré cette période entre guillemets dorée, on pourrait dire entre 2006 et 2012, il y a le premier grain de sable dans les rouages, avec notamment l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2014. Je suppose que ça a été pour beaucoup de fans de la Rora un peu un effondrement. Euh, oui, oui, après, tu le sais. Le problème qu'il y a, c'est que tu sais qu'à un moment donné, tu as une génération et c'est la transition qui est le plus dur pour toute cette génération-là parce que tu as un sélectionneur qui te dit que tu dois garder cette ossature qui a tout gagné, parce que cette ossature avait tout gagné aussi à un moment donné, il faut le voir, mais cette ossature est vieillissante. Et tu sais bien que quand tu as un pays qui commence à avoir une ossature vieillissante, mais que tu peux pas remplacer parce que c'est des cadres qui ont tout gagné, c'est compliqué d'avoir cette transition entre les anciens et les jeunes, surtout que je trouve qu'à ce moment-là, les jeunes en Espagne, il n'y en avait pas suffisamment qui pouvaient prendre le relais des Xavi, des Iniesta, Busquets. C'était trop dur de prendre le relais de tous ces joueurs-là aussi. Et on le voit peut-être avec la Croatie actuellement, qui ont eu une génération incroyable, mais que la transition, elle n'est pas bonne non plus. Et la Belgique, c'est la même chose aussi. Tu vois. C'est très dur de passer après une génération dorée, en fait, hein. Très, très dur. Mhm. Bien sûr, et ça.
malheureusement, les déceptions espagnoles en Coupe du Monde vont continuer parce qu'en 2018 et en 2022, vous passez le premier tour, mais vous vous inclinez dès l'huitième contre des adversaires peut-être que vous considériez comme à votre portée, notamment la Russie en 2018. C'est l'élimination contre le Maroc, en fait, moi, qui m'a un peu plus fait mal. Parce que bah, le Maroc, on les a dominés. Avait une bonne équipe, on avait tout ce qu'il fallait, mais impossible d'avoir un numéro. En fait, le problème de l'Espagne a été de trouver son numéro 9, et c'est ça qui va poser problème encore aujourd'hui à cette prochaine Coupe du Monde, c'est son numéro 9 ou des joueurs qui ont la capacité de déclencher et des joueurs qui ont la capacité de pouvoir dans l'approche tactique ou dans la prise d'initiative, j'ai envie de dire. Tu vois. Aujourd'hui, par exemple, on va reprendre le dernier Euro. T'as pas de vrai numéro 9 en soi, mais t'as un Lamine Yamal et un Nico Williams derrière qui transgressent les règles, qui n'hésitent pas à éliminer un, deux, voire trois joueurs. Et c'est quelque chose qui manquait à cette Espagne-là, qui était beaucoup trop scolaire, j'ai envie de dire. Le terme, c'est Mhm. scolaire parce que bah, tu as un Maroc qui se met en bloc derrière et il suffit de partir en compte pour aller mettre un but parce que bah, derrière, tu n'as pas l'élément qui peut venir te sauver le match à un moment donné. La petite étincelle, le petit truc qui fait que tu débloques des situations qui peuvent être compliquées. Il manquait ce profil-là, en fait, en Espagne. Ok, ok, ok. Bah, tu fais bien de faire la transition sur l'élimination face au Maroc parce que j'aimerais parler de l'évolution de l'équipe d'Espagne depuis 4 ans. Il y a eu des éditions Nations League, il y a eu les qualifications pour l'Euro, mais il y a surtout eu un Euro gagné où l'Espagne a un peu dominé les débats, on pourrait dire. C'est de l'avis de beaucoup. L'Espagne, c'est l'équipe qui proposait le meilleur jeu avec peut-être l'effectif, peut-être pas le plus profond, mais le plus complémentaire de tous. Est-ce que tu pourrais parler de cette période-là, est-ce que même là où les gens étaient plutôt dithyrambiques, tu pourrais peut-être, si tu as des réserves, en émettre? Bah, l'évolution que tu as eue, par exemple, l'Euro, on gagne l'Euro et on est effectivement l'équipe qui propose le meilleur jeu, le plus attrayant, ce que tu veux. Il n'y a pas, les termes sont là. L'Espagne a vraiment été la meilleure équipe de cet Euro. Mais tu aurais pu perdre, par exemple, contre la France, contre le système de Didier Deschamps, où ben, la France met en plus le but en premier et donc se referme derrière et tout ça. Et c'est là que je te disais, en Coupe du Monde contre le Maroc, dans cette même situation, tu perds. Tu perds. C'est sûr et certain, tu perds. Et ce qui a fait que l'évolution, c'est que maintenant, tu as des profils de joueurs intéressants. Là où tu n'en avais pas avant. Il faut pas oublier que Coupe du Monde, tu arrives avec Ansu Fati, tu arrives avec Ferran Torres. Je les aime bien, tu vois, mais c'est pas des joueurs qui vont te faire des grosses différences et l'étincelle. L'équipe de France, Lamine Yamal, ce qui fait à Rabiot et le but qui te met comme ça à 30 mètres, pleine lucarne, qui peut faire ça aujourd'hui, à part peut-être Olysée, qui pourrait faire peut-être éventuellement la même chose, mais t'as pas 36 000 joueurs, t'as pas beaucoup de profils qui peuvent le faire. L'évolution de l'Espagne, elle est là. C'est d'avoir gardé sa structure, d'avoir un joueur comme Rodri qui dirige le jeu, d'avoir derrière, même si Rodri n'est pas en forme, un Zubimendi qui peut prendre le relais aussi. Ça veut dire que tes profils sont complémentaires et tu as ce qu'il faut sur le banc, parce qu'il faut pas oublier qu'un tournoi, ça se joue aussi avec ce que tu as sur le banc, pas uniquement ton 11 type, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des 11 types incroyables, mais tu as besoin de ta profondeur de banc et d'avoir un groupe soudé et des complémentarités. Tu vas prendre sur le côté gauche un Grimaldo ou un Cucurella, c'est très complémentaire l'un avec l'autre. Pedro Porro ou alors Llorente. Tu perds pas en niveau. Tu perds pas en niveau. Il y a la défense centrale qui est peut-être un peu plus problématique parce que c'est plus dur de trouver des complémentarités entre les joueurs. C'est peut-être le point faible de cette Espagne-là. Mais après, l'évolution, elle a fait que tu t'en fous si ta défense, elle n'est pas bonne parce que ton attaque, elle peut garder le ballon, elle peut défendre avec le ballon, elle peut prendre les espaces et elle peut déclencher ce que tu as envie de déclencher. Maintenant, c'est le numéro 9 qui est toujours le débat en Espagne. Et ça reste le débat en Espagne. Je vais croire qu'on ne sait pas former des vrais numéros 9 depuis Fernando Torres et depuis David Villa. C'est compliqué. Mais Zabal, actuellement, fait un travail extraordinaire avec la sélection espagnole et est très sous-coté, je pense aussi du côté. Mais la vraie évolution, c'est ça. C'est d'avoir des joueurs maintenant qui prennent des décisions, qui prennent des initiatives et qui n'ont pas peur euh, de faire le foot sur le terrain, tu vois, du foot un peu plus de rue, plus que du foot Académique. ce que nous, on a vécu quand on était jeunes, tu vois, c'est plus des joueurs qui arrivent à la Neymar, à la Ronaldinho, qu'il y a trois quatre joueurs devant. Ah, je m'en fous, je vais essayer un flip-flop, je vais passer entre les joueurs, je vais faire un peu de magie. Ça passe, c'est magique, ça passe pas, c'est pas grave, mais t'as pas l'impression que si ça passe pas, ils ont ce truc derrière de se dire merde, ça passe pas, je vais arrêter de faire ça. Non, ils vont essayer 30 fois et sur les 30 fois, il y en a une fois qui va passer et ça va déclencher quelque chose. Et c'est ça qui manquait, c'est des joueurs qui ont ce profil
de te surprendre, en fait. De te surprendre Mhm. des joueurs, t'as l'impression qu'ils sont insouciants, en fait. Oui, bien sûr. J'aimerais revenir avec toi brièvement sur la phase de qualification parce que l'Espagne était dans un groupe qu'on pourrait qualifier de difficile parce qu'il y a notamment la Turquie, la Géorgie, la Bulgarie et ça a été fait sur un espace de temps très court post fin de saison, Coupe du Monde des clubs pour les joueurs de l'Atlético et du Barça notamment. Comment est-ce que les qualifications étaient abordées de manière sereine? Parce qu'il y a quand même l'Espagne est championne du monde en titre, est un des favoris pour le titre. Même si le groupe n'est pas évident, comment tu les as vécues ces qualifications qui étaient sur un rythme très bref, hein, avec 2 matchs par trêve et 3 trêves en 3 mois? Bah, moi, là, les phases de groupe, je les ai vécues sereinement parce que l'Espagne, mais il faut voir, hein, pour ceux qui ont connu l'Espagne années 90-2000, l'Espagne a toujours été la championne du monde des qualifications, hein. Peu importe le groupe, peu importe les adversaires, l'Espagne, c'était la meilleure équipe des qualifications, quoi qu'il arrive, hein. Tu pouvais mettre n'importe quel adversaire, l'Espagne, ça perd pas, ça marque des buts, il n'y a pas de souci. C'est après que c'était plus dur, c'était de passer ce cap-là. Mais les phases de qualification, bah, Turquie, c'est une très très bonne équipe et je pense qu'on les a martyrisés chez eux. La Mhm. Géorgie, on les a martyrisés chez eux aussi. Et c'est une bonne équipe, hein. Quand tu vois l'équipe de la Géorgie, c'est une très très bonne équipe. Donc c'est même pas à sous-estimer. Et oui, tu avais des bonnes équipes dans le groupe, mais j'ai pas de stress et j'ai pas vécu en inquiétude. Plus de la Fuente, en fait, je l'ai vécu différemment dans le sens où je m'étais dit, pourquoi les joueurs jouent autant de minutes quand tu gagnes 4-0, 5-0, alors qu'ils ont encore leur match de club, qu'on les fatigue et tout ça. C'est plus cette préparation, moi, qui m'inquiète plus avec l'Espagne, c'est que les joueurs sont peut-être surexploités avec leur club, surexploités avec l'équipe nationale dans des situations où tu pourrais faire tourner un peu plus et essayer plus de choses. Et c'est plus cette inquiétude-là physique que j'ai plutôt que la victoire, parce que ben, j'avais zéro doute sur la qualification d'Espagne, mais zéro. Mhm. Par contre, la Donc là, fraîcheur physique maintenant, à l'approche de la Coupe du Monde, ça c'est autre chose. bien sûr, tu as parlé de l'effectif de l'Espagne. Est-ce qu'il a beaucoup changé par rapport à l'Euro ou est-ce que l'effectif est sensiblement le même pour toi? C'est sensiblement le même dans le sens où tu vas avoir Unai Simon au goal, Laporte il sera là, le Normand il sera là aussi, tu vas certainement avoir Cucurella et de l'autre côté, peut-être le côté droit Carvaral qui va être remplacé par Llorente, je pense que c'est vraiment le changement que tu auras en défense. Peut-être Koubarsi qui prendra un peu plus ses aises en défense parce qu'il commence à prendre la maturité à Husson, mais en soi, c'est pas un gros changement tactique parce que c'est des joueurs qui apportent la même chose que ce que tu avais à l'Euro. Rodri, il faudra voir son apport physique et comment il se remet vraiment de ses ligaments parce que j'ai pas encore vu un grand Rodri depuis qu'il est revenu à City. Donc tu auras peut-être un Zubimendi. Maintenant, Pedri a gagné en maturité. Fabien Ruiz, il s'est fait une grosse blessure avec le PSG. J'ai vu qu'il était en train de revenir. Maintenant, dans quel état de forme physique il sera, mais c'est un peu la même chose. Qui tu remplaces Fabien Ruiz? Peut-être un Gavi, un Baena, qui sont pas non plus au top niveau par rapport aux autres milieux de terrain que tu avais avant. Donc, je sais pas. Maintenant, par rapport à ça aussi, tu as Nico Williams qui, ça fait un an que ce n'est que l'ombre de lui-même. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer un Nico Williams? Parce qu'on n'a pas de profil comme Nico Williams non plus. Il sera là, il sera convoqué. Donc, oui, ça n'a pas sensiblement changé mais tu as certains profils qui sont pas au même niveau que tu avais il y a 2 ans pendant l'Euro. Yamal, par contre, a pris plus. Oyarzabal va a montré plus de choses aussi, mais c'est la question de se poser, c'est est-ce que Nico Williams va apporter ce qu'il doit apporter? Et s'il n'apporte pas ce qu'il faut, est-ce que son remplaçant que De La Fuente va choisir va être aussi performant et aussi bon? C'est des questions comme ça qu'on pourrait se poser, mais je vois pas l'Espagne plus forte individuellement par rapport à ce que tu avais à l'Euro, peut-être même plus faible à certains postes. Ok, comme tu disais, Nico Williams qui est peut-être un peu plus en difficulté cette saison à Bilbao alors qu'il est un facteur déterminant de la victoire 2024. Ah, il était hyper important. Hein. Dès les dernières Euros, Nico Williams et Lamine Yamal, ils ont fait des trucs de fou. Hein. Et si je te dis, si Lamine Yamal se retrouve seul, ça va être compliqué. Il faut absolument quelqu'un à gauche. Et on a vu pendant les matchs amicaux, on a vu pendant certains matchs de qualif où le côté gauche était un peu plus fébrile que ce que tu avais à l'Euro. Maintenant, ça reste fort collectivement. Ok. Et l'autre de tes interrogations sera le poste de numéro 9 qui est un peu récurrent en Espagne depuis une dizaine d'années. Ben, on a connu Ansu Fati, on a connu Morata. C'est pas le haut du panier, tu vois. Morata, c'est le meilleur pour être hors jeu. Ansu Fati, ben, ça a été bref. Mais après, t'as pas eu de vrai numéro 9. Ici, c'est Oyarzabal. Et je te dis, il est très sous-coté. Il est très, très, très sous-coté, Oyarzabal, mais ça dépend de lui, sa capacité à vouloir mettre des buts au moment où ça va être hyper important. L'Euro,
La qualification, ça a été super, hein, Yorzabal, mais encore une fois, est-ce que c'est un joueur que pendant les qualifs, il va être au top et dans les moments importants, est-ce qu'il sera présent? C'est vraiment la question que je me pose parce que bah, on ne connaît pas plus que ça. Et les remplaçants, les Borja Iglesias et tout ça, c'est gentil, tu vois, mais c'est pas. Non, depuis Fernando Torres et David Villa, un bon numéro 9, bah, on n'en forme pas en Espagne. C'est une question, tu sais, comment on fait pour avoir des vrais numéros 9 quand je vois l'équipe de France, et tu te dis, mais. Mm. Oui, bien sûr. Il y a aussi des facteurs qui sont pour le coup indépendamment de la qualité de l'effectif, c'est les blessures. Il y a un peu l'éléphant dans la pièce avec Lamine Yamal qui est out pour la fin de jusqu'à en gros la fin de saison, si j'ai bien compris. Ouais. Et est-ce que toi tu es sceptique sur le fait qu'il soit là à la Coupe du Monde ou il sera là mais diminué Ah ou... non, non, il sera là, il sera là. Je suis convaincu qu'en fait, il pourrait déjà revenir avant la fin de saison avec le Barça pour jouer. C'est juste que je pense qu'il prépare déjà sa Coupe du Monde, c'est tout. Mhm. Et Parce il que va. bah, il n'y a plus de pression. On ne sait pas que Barcelone il va être champion dans 10 jours, ils sont champions. Mhm. Oui, donc il n'y a aucun intérêt, un peu comme Il Kylian n'y a aucun Mbappé intérêt fera, de aucun revenir, de intérêt à... forcer, de jouer des minutes pour dire de jouer des minutes. Non, qui se prépare. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu aurais un petit joueur à suivre pour toi, le joueur dont tu es le plus curieux dans cette équipe d'Espagne? J'espère qu'il sera convoqué, mais c'est Gavi. Parce que je vois bien un retour de Gavi avec la sélection espagnole et je le vois bien reprendre des minutes et tout ça. Maintenant, si c'est pas Gavi qui revient pas, le petit joueur à suivre, je pense que ça va être Koubarsi en défense centrale. Ça va être hyper intéressant de voir dans un système différent à celui du Barça comment il se débrouille défensivement parce qu'on critique beaucoup la défense du Barça à cause de sa ligne très très haute et que les espaces dans le dos et donc c'est dur pour les défenseurs de se mettre bien. Mais Koubarsi avec une ligne plus basse, je l'ai vu avec l'Espagne, il est impressionnant. Et je pense qu'un gamin de 19 ans, titulaire avec la sélection espagnole dans des grands matchs, c'est quelque chose il faut suivre. Et je pourrais taper sur des joueurs offensifs, mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant les acteurs qui apportent offensivement en étant défenseurs. Bien Parce sûr. que Koubarsi, des lignes de passe qu'il va te mettre. Comment tu pourrais différencier le système défensif du Barça par rapport à celui de la sélection espagnole? L'Espagne, il joue comme une défense un peu plus classique. Ça veut dire qu'au lieu d'être à la ligne du milieu de terrain et bloqué à la ligne du milieu de terrain et jouer le hors-jeu, absolument le hors-jeu, l'Espagne est en capacité de pouvoir redescendre un petit peu pour avoir un peu plus de largesse sur son dos, pour pouvoir revenir un peu mieux, mais à condition que les milieux de terrain, ils font un pressing plus intérieur pour bloquer les passes intérieures. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de laisser l'adversaire avoir la balle, partir sur des comptes sur les côtés, mais tu joues plus bas en fait, un peu plus bas, mais pas de grand-chose, 10-15 mètres. Mais c'est suffisant, tu vois. Et c'est un autre style de jeu parce que bah, tu laisses à l'adversaire la possibilité d'aller sur les côtés, mais pas comme avec le Barça où bah, au Barcelone, je suis désolé, tu lances un ballon dans l'axe. Ah, le gars, il est déjà tout seul. C'est- Voilà. La différence de l'équipe d'Espagne et du Barça, c'est que Barcelone, les adversaires peuvent aller dans l'axe pour attaquer. Que en Espagne, il faut qu'ils passent sur les côtés. Et je pense que c'est une bonne idée de La Fuente sur ce plan-là. C'est que si les joueurs ils sont sur le côté et qui aillent vers le point de corner, c'est toujours moins dangereux que d'aller vers le but, quoi. Mhm. Et ça laisse plus de temps à tes milieux de terrain aussi de revenir et d'aider à la tâche défensive. Et de pas être en retard tout le temps. Mhm. Bien sûr. Contrepartie, c'est qu'offensivement, t'as pas autant d'hommes disponibles dans le rectangle. Ok, ok. Bah, on va parler du groupe. L'Espagne est dans un groupe que certains qualifient de clément pour le premier tour. Avec, il y a l'Uruguay donc de Marcelo Bielsa, qui est un habitué des Coupes du Monde. Il y a l'Arabie Saoudite qui est dans le creux générationnel et le Cap-Vert pour qui ce sera sa grande première à la Coupe du Monde. Comment tu le vois ce groupe et comment tu le pronostiquerais? Mais en fait, le groupe, l'Espagne, à mon avis, ils vont gagner leurs deux premiers matchs et faire peut-être match nul avec l'Uruguay au dernier match, parce que c'est le dernier match, l'Uruguay, je pense, et que les deux seront peut-être déjà qualifiés, donc ils vont faire tourner. Mais je suis curieux surtout de voir cette Coupe du Monde, comment elle va se passer, pas que pour l'Espagne sur ce plan-là, où j'ai l'impression que les matchs de groupe vont plus ressembler à des matchs de préparation qu'autre chose, vu le nombre d'équipes qui se sont rajoutées et le niveau de ces équipes-là. J'ai pas l'impression que la Coupe du Monde, elle va commencer avec le premier tour. Je serais très, très, très surpris de voir de l'intensité, de voir du beau football au premier tour, parce qu'il y a énormément de groupes où c'est totalement déséquilibré et que la réelle Coupe du Monde, elle va commencer après. Mhm. Enfin, je vois bien avec la Belgique, le groupe qu'ils ont. Ah, s'ils passent pas, c'est scandaleux. C'est pareil pour l'équipe de France, c'est pareil pour l'Allemagne, c'est pareil pour l'Angleterre. Il n'y a pas de groupe, même le Brésil ou l'Argentine. Il n'y a pas de groupe où tu te dis, tiens, ça va être un groupe de la mort. Ça n'existe pas dans cette Coupe du Monde-là parce il y a trop de petites équipes en fait. Qualitativement, le premier tour,
je suis curieux de voir la suite. Comment ça va se passer? Comment les sélectionneurs vont gérer ça aussi? Parce qu'il y aura un peu plus, il y a pas, il y a, je pense qu'il y a un ou deux matchs de plus, mais ça peut risquer d'avoir des blessures en plus, de la fatigue en plus, sur une plus longue saison. Donc, est-ce qu'ils vont faire de la rotation pendant les phases de groupe ou pas? Je sais pas. Je suis curieux parce que ben, moi, j'ai été surpris déjà avec la Ligue des Champions nouveau format, qui est pas mal du tout. Et peut-être que cette Coupe du Monde-là va me surprendre aussi bien que la Ligue des Champions nouveau format et que je vais dire, bah, putain, j'ai dit une connerie, mais quand on ne sait pas, parce que c'est nouveau, bah, c'est compliqué, tu vois. Je vois, t'es un peu sceptique. Tout le monde est sceptique au nouveau format de la Ligue des Champions, puis tout le monde s'est dit, bon, en fait, c'est pas mal. Donc, toi, peut-être que tu te mets une réserve, entre guillemets, par rapport à la Coupe du Monde, en disant, je suis sceptique, mais je suis ouvert, je laisse Ouais, la c'est chance au ça, produit. sceptique, mais si ça apporte des bonnes choses, je serais le premier à dire, franchement, continue, tu vois. Ouais. Tu laisses la chance au Mais produit, quoi. après, je pense qu'on a tous été sceptiques, hein. Moi, j'ai connu l'Euro à 16 équipes. Ouais. Finalement, mais après, moi, c'est ce qui me dérange avec l'Euro, et c'est pareil, je pense ici avec cette Coupe du Monde 6, je pense qu'il y a les meilleurs troisièmes aussi qui passent, ou un truc ainsi. Ouais. Et en fait, ce système de meilleurs troisièmes, il faut qu'ils trouvent une formule pour arrêter les meilleurs troisièmes, en fait. Parce que ce système de meilleurs troisièmes, je le comprends pas. Bien sûr. Tu sais, le gars, peut-être qu'il a 3 points, il a fait 3 matchs nuls, et il est troisième, et il va se dire, bah, c'est bon, je vais aller jusqu'en demi-finale. On l'a vu avec le Portugal qui a gagné, je pense, un euro comme ça. Oui, l'Euro 2016, ils ont fait 3 nuls en poule. Ouais, c'est ça, hein. Ils ont été dégueulasses au premier tour et ils finissent troisième tout juste, meilleur troisième tout juste. Ils vont gagner l'euro. Je sais pas si c'est magique en fait. Ouais, bien sûr. Donc, toi, c'est quoi tes ambitions pour l'Espagne? Sans doute le titre. Et je pense que tu seras pas satisfait s'il n'y a pas titre ou au moins un dernier carré. Alors, le titre, c'est la base. Je pense que c'est la base. Mais après, encore une fois, c'est un tournoi qui est pas, c'est un tournoi. Ça se joue sur un match, ça se joue sur une décision, ça va se jouer sur un détail, ça peut se jouer sur n'importe quoi. Je pense que si tu te fais éliminer contre une équipe qui est meilleure que toi, footballistiquement, elle doit être meilleure que toi, ça va. Et quand je parle meilleure que toi, c'est qu'elle te domine dans le jeu, elle te domine dans les actions, elle te domine physiquement, elle te domine dans tout. Et tu te dis, ben voilà, tu sais, si tu perds au penalty ou que tu perds dans un truc sur un détail, tu te dis, pff, c'est frustrant, tu vois. Là, je serais frustré. Mais si tu tombes, imaginons, tu tombes contre l'Angleterre. L'Angleterre, elle te surdomine totalement, elle est plus forte que toi. Tu te dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, t'es plus faible, t'es plus faible, t'es plus faible, c'est tout, tu vois. Mais je vois pas beaucoup de nations pouvoir faire du mal à l'Espagne. Très franchement, je vois pas beaucoup. Je pense que peut-être l'Argentine dans sa manière de jouer, qui est un peu plus rugueuse aussi défensivement, mais franchement, j'en vois pas. Peut-être une équipe africaine aussi. Les équipes africaines, elles sont surprenantes. J'ai vu la CAN, elles sont surprenantes physiquement aussi. Donc, mais je vois pas spécialement faire du mal à l'Espagne, mais l'Espagne est en capacité de gagner contre n'importe quelle équipe en fait. Ok, ok. Ben, merci pour cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as envie de faire la promotion de ton contenu, du foot espagnol, voire même du Barça, fais comme tu veux. Carte Non, blanche. non, pas de promo. Juste dire aux gens, si vous avez aimé, les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Faites le tour de tous les réseaux pour partager tout ça. Et parce que j'ai vu que tu faisais aussi pas mal de vidéos avec d'autres personnes. Tu vas faire le tour des clubs aussi, J'aimerais faire le tour des sélections, ouais, des sélections et tout ça. Donc, essayez d'aider pour trouver les autres sélections. Parce que je pense qu'il y a des sélections, tu vas avoir du mal à trouver des gens. En effet, un intervenant Curaçao et Arabie Saoudite, c'est relativement compliqué à trouver. C'est très compliqué. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui regardent la vidéo en commentaire, mettez des noms des personnes qui voudraient bien être contactées pour pouvoir faire l'interview, pour aider, pour avoir vraiment le tour du monde. Et comme ça, il pourra faire un bilan à la fin de la Coupe du Monde, hein. Qui avait vu juste et tout ça tactiquement et tout. Il faut peut-être faire un bilan à la fin. Donc, il faut aider au maximum. Moi, bon, moi pour ma chaîne, j'ai pas besoin, je vais pas faire de pub parce que la vérité, je suis sur YouTube pour m'amuser. Ok. Moi, je suis sur YouTube pour m'amuser. Je suis là pour rire un maximum et partager avec les gens. Donc, là, aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 20 000 abonnés et très franchement, ça me permet de répondre aux commentaires, partager avec les gens. Si je monte trop, j'ai peur que Ouais, que ce soit pas il n'y a visible. plus cette interaction avec les gens un peu plus intimiste. Donc, non, non. Il faut booster la vidéo ici. Il faut l'aider à trouver des gens, les gars. Merci. Je te souhaite une agréable journée. Bonne journée à toi. Et voilà. Je te souhaite une agréable journée. Merci à toi aussi, hein. Merci à toi. Au revoir. Avec ses joueurs de haut niveau et le niveau de confiance affiché depuis maintenant 2 ans, dur d'imaginer l'Espagne ne pas aller loin dans ce mondial. Ciao!